Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. L'enquête sociale hier et aujourd'hui. 1. Les origines de l'enquête sociale. Enquête, dont l'étymologie latine est quaestio, la recherche issue de caero, action de chercher, signifie aujourd'hui l'étude d'une question réunissant des témoignages, des expériences, des documents. L'enquête en droit recouvre, dans le cadre de la procédure civile, l'ensemble des mesures d'investigation, ordonnées par un juge ou à la demande des parties, en vue d'apporter des éléments utiles à la recherche de la vérité. Social vient de socialis, en latin fait pour la société, et signifie aujourd'hui qui concerne la société, une collectivité humaine. Dans l'inconscient collectif, nous savons, sentons ce qu'est une enquête sociale, mais d'où vient cette idée d'effectuer des recherches sur nos pairs et dans quel objectif ? Déjà, les dames de charité et les visiteurs des pauvres que pouvaient s'adjoindre les bureaux de bienfaisance, ainsi que sous l'Ancien Régime, les ordres religieux qui avaient pour vocation de visiter les familles indigentes, les directeurs des hôpitaux où étaient enfermés les correctionnaires, pratiquaient l'enquête sociale avant la lettre et les juges, le cas échéant, prenaient leur avis, indiquait Camille Bloch dans L'Assistance et l'État en France à la veille de la Révolution, en 1908. C'est en 1800 que le baron de Gérandeau publiait les Considérations sur les diverses méthodes à suivre dans l'observation des peuples sauvages. Parallèlement à la Société des observateurs de l'homme, 1800, apparaissent les premiers anthropologues qui sont des hommes de cabinet. Ils auront un discours sur les peuples primitifs sans les avoir jamais rencontrés, avait déjà noté en 1820 Collat dans Le Visiteur du pauvre. De Gérandeau insistera sur la nécessité de se rendre sur le terrain pour comprendre ce qui s'y passe. Puis, la Société des observateurs de l'homme est absorbée en 1803 par la Société philanthropique. Ce n'est plus le sauvage mais le pauvre qui sera observé. Ainsi l'on est passé de l'enquête anthropologique telle que la concevait de Gérandeau, à l'enquête sur les classes indigentes qui devient un outil nécessaire à la société pour soulager la misère. L'observation des classes indigentes fait de la société philanthropique une société des observateurs de l'homme. L'enquête est basée sur la visite, élément traditionnel de la philanthropie. On remarque alors la transformation de la fonction de secours de la visite en une fonction d'observation. De Gérandeau établit un livret du visiteur ou endéiamètre, dont l'objectif est de répondre à la question que pose l'Académie de Lyon en 1820, indiquer les moyens de reconnaître la véritable indigence et de rendre l'aumône utile à ceux qui la donnent comme ceux qui la reçoivent. L'enquête sera aussi destinée à observer l'état sanitaire des ouvriers. C'est en 1840 que le docteur Louis Villermé publie le tableau de l'état physique et moral des ouvriers dans les fabriques de coton, de laine, de soie. Le travail social, issu du courant philanthropique et hygiéniste, reprendra cet outil. Dans l'investigation judiciaire, c'est la loi de 1912 qui introduit les notions de liberté surveillée et en son article 4, l'enquête sociale préliminaire. D'abord confiée à des bénévoles dont les débuts furent difficiles, tant les magistrats avaient été réticents à en user, ces missions n'ont reçu d'organisation officielle que 10 ans plus tard. C'est ainsi qu'Olga Spitzer a créé en 1923 le service social de l'enfance en danger moral, plus connu sous le nom de service du pot de fer. L'observation de la famille indigente s'était étendue à celle du mineur en danger ou délinquant. L'instauration en 1932 du diplôme d'État d'assistant social et la réglementation des études en feront le seul professionnel qualifié en matière d'enquête sociale à l'époque. Puis l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, stipule en son article 8 « Le juge recueillera, par une enquête sociale, des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère, les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l'école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé. » Par arrêté en date du 10 novembre 1945, le garde des Sceaux précise que l'enquête sociale définie à l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 sera confiée aux services sociaux fonctionnant auprès des tribunaux pour enfants. Assistants et assistantes de service social des centres d'observation institués ou agréés par le ministère de la Justice,
Ces services sont les ancêtres des consultations d'observation et d'action éducative de l'éducation surveillée puis des centres d'action éducative de la protection judiciaire de la jeunesse, PJJ. Enquêteurs choisis parmi les assistants sociaux diplômés d'une école de service social, soit à défaut, parmi les personnes majeures possédant les connaissances psychologiques, juridiques, administratives nécessaires à l'exercice de cette fonction. Ainsi, en France, dès l'origine, le service social tend à se différencier de la philanthropie par la qualification et la formation comparant, entre autres, l'acquisition de techniques, principalement l'enquête 5, définie aujourd'hui comme une méthode d'intervention, qui constitue le moyen d'investigation mis au point par les assistants sociaux dès l'origine de la profession pour connaître les besoins et les ressources matérielles et moraux des familles qu'elles ont pour mission d'éduquer et d'aider, en vue d'orienter leur action. Aujourd'hui encore, l'enquête sociale reste un outil d'investigation spécifique que le diplôme d'État d'assistant de service social intègre dans le contenu de la formation initiale par un travail sur la réalisation de l'enquête sociale, dans les écoles, et une méthodologie acquise durant 3 années par la note de synthèse de dossier notamment, épreuve du diplôme d'État. En 1952, l'Association nationale des assistants sociaux traite du problème de l'enquête sociale. Elle invite à réfléchir sur la distinction entre enquête à caractère administratif et enquête sociale, enquête de signalement, et à l'utilisation par le service demandeur de cette investigation. La réponse des professionnels doit concilier à la fois le respect de la commande, l'intérêt des familles, et les règles déontologiques. En 1953, l'Union nationale des caisses d'allocation familiale constate également une instrumentalisation de l'enquête sociale et préconise une réflexion entre une certaine forme d'exigence publique et le respect de la sphère privée. En 1962, la Caisse nationale des allocations familiales définit les critères qui permettent d'évaluer l'intervention du service social dans les enquêtes. En 1975, une circulaire de la CNAF cadre à nouveau l'intervention du service social. Enquête sociale n'est pas toujours synonyme d'enquête effectuée par un assistant social. Il importe de prendre en compte l'éthique du service social car l'enquête de service social est un acte de travail social qui se situe dans une perspective d'aide, ce qui élimine la prise en charge par le service social des enquêtes dont le seul objectif serait un contrôle de situation. La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans 2 circulaires des 11 avril et 2 octobre 1973, relatives aux enquêtes sociales et signalements faits par les services administratifs et médicaux au service social, supprimera l'enquête sociale dans certaines procédures de secours. Dans toutes les situations où cela sera rendu possible, elle préconise la signature conjointe du rapport d'enquête sociale par l'assistante sociale et la personne concernée. La circulaire du 26 janvier 1962 relative au fonctionnement des services sociaux rappelle, parmi ces enquêtes, il en est qui ne justifient pas l'intervention d'un spécialiste du service social. Certaines de ces enquêtes sont même inconciliables avec l'action des assistantes sociales et les rapports de confiance qu'elles doivent entretenir avec les familles pour que leur véritable activité professionnelle soit efficace. En 1972, une circulaire sur les modes de reconnaissance ou d'acquisition de la nationalité française précise, en tout état de cause, il importe de ne pas faire appel aux assistants et assistantes de service social exerçant de manière habituelle une action auprès des familles pour faire des enquêtes qui risquent de compromettre l'action qu'elles sont appelées à mener auprès de celles-ci, et suggère de faire appel à des contrôleurs administratifs ou des conseillers sociaux. Puis, dans le cadre judiciaire, d'une longue histoire avec la philanthropie et la bienfaisance, l'enquête sociale permet aujourd'hui une connaissance approfondie du mineur. Si l'enquête judiciaire est susceptible d'apporter quelques lumières, c'est l'enquête sociale qui est la plus efficace. Elle fournit au juge des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère. L'enquête sociale vise à recueillir des informations sur l'histoire familiale, l'insertion de la famille, sa capacité d'ancrage dans son environnement social, économique et culturel et à repérer les dysfonctionnements relationnels. Elle permet aussi d'évaluer les ressources personnelles et les capacités d'évolution de la famille. À ces fins, l'enquête sociale apporte aux magistrats, dans un cadre pénal comme civil, des éléments sur la situation matérielle et morale de la famille, les antécédents et les conditions d'éducation du mineur. Ces éléments contribuent au civil à qualifier la réalité et la nature du danger. Dans le même temps,
L'enquête sociale offre aux familles et aux mineurs la possibilité de s'exprimer, de mieux comprendre leur situation et de participer ainsi aux réponses à proposer au juge. Les mesures d'enquête sociale judiciaire s'effectuent dans un temps en moyenne de 3 à 4 mois, mais peuvent être ordonnées pour une durée de 6 mois, voire être prorogées. Ce temps doit permettre de concilier les deux objectifs de la mesure, qui sont de renseigner rapidement le magistrat et d'aider la famille à exprimer ses difficultés et à élaborer les réponses qui lui paraissent nécessaires. Était ainsi défini l'un des défis et des fondements de l'enquête sociale judiciaire. D'une part, renseigner le magistrat par des éléments concrets et objectifs ainsi que par l'évaluation du travailleur social, et d'autre part aider la famille à exprimer ses difficultés, verbaliser le plus souvent les motifs du signalement et l'aider à élaborer les réponses. Dans la pratique, force est de constater que les délais très courts ou le stock important d'enquêtes sociales, en attente parfois, peut conduire à privilégier l'un ou l'autre objectif. Dans les enquêtes sociales dites courtes, 1 à 2 mois, notamment, la priorité est à l'information et au renseignement, à l'évaluation et la proposition éducative, alors que dans l'enquête sociale longue une relation d'aide a le temps de s'instaurer, voire un processus de changement. Cette double commande de renseignement et d'aide a progressivement amené les services à clarifier le cadre et les limites de l'enquête sociale dans les projets et engagements de service en visant des préconisations éthiques adaptées aux contraintes. Dans ce contexte, le magistrat peut confier l'enquête sociale à un service de police ou de gendarmerie afin d'obtenir les éléments dont il a besoin pour prendre sa décision. Dans l'étude réalisée, nous avons repéré des enquêtes sociales établies par les services de gendarmerie notamment, très détaillées et analysées, rédigées à l'aide de trames, illustrant un savoir-faire et une compétence fondée sur la méthodologie et la rigueur de la démarche d'enquête. Sur la fonction de renseignement de l'enquête sociale, le magistrat dispose donc d'un panel de saisines possibles. Lorsqu'il veut introduire une dimension d'aide à la famille, il va saisir un service public ou associatif, constitué de travailleurs sociaux. Le magistrat peut parfois, si les éléments recueillis ne lui suffisent pas, ordonner une nouvelle enquête sociale à un service spécialisé. 1.1. Distinction avec l'enquête de police. En droit, le terme d'enquête revêt un sens précis dans un autre contexte. Dans un cadre pénal, les règles d'enquête sont fixées par le Code de procédure pénale qui distingue deux types d'enquête, l'enquête sur infraction flagrante et l'enquête préliminaire, qui font toutes deux intervenir des agents et des officiers de police judiciaire soumis dans ce cas à l'autorité du parquet. L'enquête de flagrance est entreprise lorsqu'une infraction est en train d'être commise ou vient d'être commise, mais également à la demande de la victime qui requiert un officier de police judiciaire pour constater la réalité du délit et réunir les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité. L'enquête consiste alors en différents actes, dont les principaux sont la perquisition, les saisies, la collecte de dépositions, l'audition de témoins, le placement en garde à vue, etc. Chacun de ces actes est réglementé par le Code de procédure pénale et assorti de garanties, notamment l'obligation d'informer le procureur de la République dès le début de l'enquête, et celle de lui transmettre un procès-verbal de tous les actes effectués. L'enquête préliminaire précède l'ouverture d'une information judiciaire. Elle se distingue de l'enquête de flagrance car elle n'est pas soumise à l'urgence et ne confère donc pas exactement les mêmes prérogatives, accord nécessaire dans certains cas pour les perquisitions. À l'issue de l'enquête, le parquet peut classer sans suite ou saisir le tribunal compétent, en fonction de la qualification de l'infraction. Si les informations recueillies restent insuffisantes, une instruction est ouverte. L'enquête sur commission rogatoire est effectuée par un officier de police judiciaire. Au civil, l'enquête qui permet de recueillir des attestations orales ou écrites d'un témoin devant le juge est un moyen de preuve légale. C'est l'une des mesures d'instruction que le juge peut ordonner, mais qui peut être également demandée par les parties. Lorsqu'une enquête est diligentée, le défendeur peut demander une contre-enquête dont le but sera de nier les faits allégués par l'adversaire en apportant la preuve contraire. À la différence de l'enquête sociale, ces enquêtes ont ainsi une fonction de renseignement et d'information et la dimension d'aide à la famille n'est pas requise en tant que telle. 2. Les cadres actuels de l'enquête sociale. 2. 1. Cadre éthique. En 1993,
le Conseil supérieur du travail social, avec le ministère des Affaires sociales, rappelle les jalons de l'enquête sociale dans Enquête sociale, fondements et légitimité. Des propositions sont formulées. Y lever les ambiguïtés concernant le terme d'enquête sociale. Le terme d'enquête doit demeurer propre aux actes initiés par la justice, la police ou l'administration, dans le but exclusif d'information et de contrôle. Dans ce cadre, seules des situations particulières suscitant une intervention adaptée à l'individu, au titre du renforcement ou de la restauration de son identité, devraient déclencher une investigation sur l'identité sociale du sujet, ses aptitudes à gérer son itinéraire et les moyens les plus appropriés pour y parvenir. Lorsque l'intervention sociale vise un autre objectif, il convient de ne pas la désigner sous le terme d'enquête, ni même d'enquête sociale. Le terme de rapport de situation sociale apparaît le plus adapté. Il désigne une technique d'investigation propre aux professionnels du travail social, dont la finalité est bien de restituer ou de maintenir la personne comme sujet de droit. Cette appellation rend mieux compte de la nature et de l'enjeu de l'acte professionnel. Accord préalable de la personne. Compréhension et évaluation du sujet dans le contexte social. Détermination concertée des moyens utiles. Collaboration et coopération de la personne elle-même. Communication de bout en bout entre la personne et l'intervenant. Garantie de partenariat. 2. Inciter les acteurs. Commanditaires, employeurs. Professionnels. À clarifier et réorienter les demandes d'enquête en s'attachant à situer la personne comme sujet de droit. 3. Confirmer les assistants sociaux dans leurs fonctions par rapport aux employeurs et aux personnes. Se donner la possibilité de se référer à des objectifs institutionnels, clairement définis, à des priorités énoncées par le service, à des finalités professionnelles. Inciter les assistants sociaux à réfléchir et à développer la maîtrise de leurs pratiques professionnelles. Développer un encadrement technique indispensable comme moyen d'appui. Favoriser les travaux et confrontations sur les pratiques professionnelles. 9. Le rapport conclut à la nécessité de gérer la complexité, plutôt que rechercher des simplifications illusoires. Le champ de l'investigation judiciaire appelle une remarque particulière. Les écrits des travailleurs sociaux sont ordonnés par les magistrats et leur sont destinés, participant à l'élaboration de leurs décisions. L'expertise est bien souvent décisive pour l'issue d'un procès. Pourtant, les dires des experts ne lient en principe pas le juge. Le dire des travailleurs sociaux est-il ou non un dire d'expert ? En effet, comme nom commun, l'expert désigne le spécialiste requis par une juridiction pour l'éclairer de ses avis, effectuer des vérifications ou des appréciations techniques. Dans cet article, l'auteur analyse à partir de dossiers l'importance des écrits des travailleurs sociaux, même si juridiquement ils ne sont pas des experts. Au long de la procédure du traitement judiciaire, les écrits sont repris par différents professionnels et existe alors le risque de substituer l'interprétation à la matérialité des faits. Dans l'expertise, le dire de l'expert est une fin en soi, l'aboutissement d'une étude, l'expression d'une certitude, d'un doute ou d'une ignorance. L'expertise est le résultat d'une procédure expérimentale menée par un spécialiste. Dans le travail social judiciaire, l'observation, le diagnostic, l'analyse et l'évaluation conduisent à une parole, notamment les rapports écrits, et s'accompagnent d'un faire avec et pour les familles dans la relation d'aide. L'enquête sociale, l'investigation, sont des outils de connaissance dynamique des familles et de leurs difficultés. Le temps judiciaire permet d'établir un état des lieux, un diagnostic, de poser des hypothèses de travail, d'initier des démarches, d'expérimenter des solutions et de les évaluer. C'est de cette dynamique-là aussi, ou de son échec qu'il sera question dans l'écrit. 2. Cadre juridique. L'enquête sociale n'est pas un acte professionnel anodin, ni une formalité. Puisqu'un service de l'État, une association, un organisme de droit privé ou public, va devenir dépositaire d'informations concernant la vie privée d'individus et de familles qui auront été recueillies par un salarié, travailleur social ou non, dans le cadre de ses missions et qu'il va les restituer à un tiers. Rappelons comment, d'un principe général de protection de la vie privée, la loi permet et impose une investigation dans la sphère privée, guidée par des motifs légitimes. 3.
Le cadre général de protection de la vie privée et de la liberté du domicile. Les textes internationaux. L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 édicte que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, et qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et Q'. Elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La Déclaration des droits de l'enfant de l'Assemblée générale des Nations unies du 20 novembre 1959 dispose que l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée avant comme après la naissance. L'article 6 de la Déclaration du Parlement européen sur les droits et libertés fondamentales du 12 avril 1984 indique que toute personne a droit au respect et la protection de son identité. L'article 16 de la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 et ratifiée par la France le 7 août 1990 affirme que nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte illégale à son honneur et à sa réputation, et Q'. Il a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. 2. Le droit interne. L'article 9 du Code civil édicte que chacun a droit au respect de sa vie privée. La vie privée est constituée de la vie sentimentale, la maternité, l'état de santé, le domicile, l'image en tant qu'attribut de la personnalité. L'article 3 du Code civil précise que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Ainsi, toute personne, quelle que soit son origine, son sexe, ses mœurs, sa situation familiale, son appartenance à une ethnie, une nation ou à une religion déterminée est soumise aux lois françaises dès lors qu'elle réside en France, quelles que soient les habitudes culturelles de sa communauté. Chapitre 2. Les fondements de l'enquête sociale administrative. Ordonnée dans un cadre administratif, l'enquête est considérée comme un document administratif. À ce titre, l'intéressé peut en demander communication dans certaines conditions qui seront présentées dans les règles d'accès au dossier social. Les motifs de saisine sont nombreux et relèvent de la compétence d'organismes variés. De nombreux textes prévoient une enquête sociale, sans pour autant en préciser le contenu ni parfois l'objectif. La liste qui suit n'est pas exhaustive. 1. Les enquêtes sociales administratives, relevant d'organismes divers. Des enquêtes sociales recensées, les finalités sont nombreuses et concernent notamment le placement provisoire de personnes atteintes de troubles psychiques par un maire, Conseil d'État 2-5-1990. Le retrait d'agrément des organismes de formation publics ou privés, arrêté du 15 juillet 1976. L'arrêté du 25-1-1967 pris pour l'application des articles 65.1 et 100.1 du Code de la famille et de l'aide sociale relatif à l'adoption. L'orientation des enfants et adolescents handicapés dans des établissements d'éducation spéciale, CDES, Loi du 30 juin 1975, article 6 du décret numéro 76A493 des 3 juin 1976. La révision des cartes d'invalidité, décret numéro 54A883 du 2 septembre 1954, article 9, modifié par le décret numéro 61A496 du 15 mai 1961. L'arrêté du 2-3-1963 relatif à la subvention d'installation. Le rejet des demandes de paiement des allocations d'insertion et des allocations de solidarité spécifiques, article R351-17 du Code du travail. Le décret 54-1128 portant majoration d'allocations d'aide sociale. L'arrêté du 15-3-1983 relatif à l'application du décret numéro 82A938 créant une médaille de la famille française.
L'arrêté du 7-7-1957 relatif aux conditions d'installation et de fonctionnement des établissements recevant des mineurs bénéficiaires du chapitre 4 du titre 3 du Code de la famille et de l'aide sociale. L'arrêté du 1-10-1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services d'accueil familial et thérapeutique. Le décret 71A504 instituant une allocation en faveur des orphelins et de certains enfants, à la charge d'un parent isolé. Le décret 72A532 relatif à l'allocation pour frais de garde. L'arrêté du 22-7-1954 relatif à l'octroi des secours par les caisses primaires d'assurance maladie. L'arrêté du 26-10-1995 relatif aux prestations supplémentaires octroyées par les caisses primaires d'assurance maladie. Les articles 55 et suivants du Code de la famille et de l'aide sociale avaient introduit, par la loi du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leur rapport avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance, et au statut des pupilles de l'État, un droit à l'information. Article 55. Toute personne qui demande une prestation prévue au chapitre 1er et 2 du présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant légal. L'enquête sociale ordonnée par l'autorité judiciaire est exécutoire et s'impose à la famille. Lorsqu'elle est commandée par une autorité administrative, sous réserve qu'elle le soit dans le cadre du service d'aide à l'enfance, l'investigation menée dans le cadre d'une aide à domicile doit emporter l'accord des intéressés comme le précisent les articles L222A2 à L223A4 du Code de l'action sociale et des familles. Article L222.2 du Code de l'action sociale et des familles. L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige. Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse. Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de 21 ans, confrontés à des difficultés sociales. Article L222.3 du Code de l'action sociale et des familles. L'aide à domicile comporte ensemble ou séparément l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide ménagère. L'intervention d'un service d'action éducative. Le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrées en espèces. 2. Droits des familles dans leur rapport avec les services de l'aide sociale à l'enfance. Article L223.1 du Code de l'action sociale et des familles. Toute personne qui demande une prestation prévue au présent titre, ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant légal. Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur. Article L221.1 du Code de l'action sociale et des familles. Loi numéro 2002-A2 du 2 janvier 2002, art. 75 I2 art. 82 Journal officiel du 3 janvier 2002. Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes. 1. Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leurs familles, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de 21 ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. 2. Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment celles visées au 2 de l'article L121A2.
3 degrés mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1 degré du présent article. 4 degrés pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service, et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal. 5 degrés mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci. Pour l'accomplissement de ces missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L313A8, L313-8-1 et L313A9 ou à des personnes physiques. Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement. La nécessaire demande de l'intéressé emporte un principe d'adhésion à toute mesure, même préconisée ou proposée par le service, et conduit à un travail contractuel avec la famille avec qui seront élaborés des objectifs d'évolution et de changement. 3. L'enquête sociale de surendettement. Toujours conçue pour renseigner sur une situation familiale, éducative, l'enquête sociale est destinée à mieux évaluer les capacités et limites des protagonistes et peut également, dans cette visée, concerner la situation économique d'une famille lorsque celle-ci est problématique. Ainsi, une enquête sociale pouvait être ordonnée dans le cadre d'une procédure de surendettement par la commission départementale de surendettement. En effet, les articles L331-1 et suivants du Code de la consommation prévoient la mise en place de commissions départementales de surendettement qui ont pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles. La procédure, engagée exclusivement à la demande du débiteur, est constituée de l'état d'endettement du débiteur, sur déclaration des éléments actifs et passifs de son patrimoine. La commission peut entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile. Sauf disposition contraire, la commission peut obtenir communication auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes bancaires, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur. Dans l'ancienne rédaction du Code de la consommation, le texte prévoyait que les collectivités territoriales et les organismes... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.